interventions pertinentes dans 4 minutes, je vous rassure, Monsieur Jean-Donis. Jacques Colombier. Madame la Présidente, j'espère, comme à chaque fois, que nous allons tenir le temps. Lors des dernières plénières qui ont acté le principe du GPSO puis de son plan de financement, nous vous avions confirmé 2 choses. Notre avis favorable sur la création de cette LGV et notre avis défavorable sur son plan de financement. Notre opposition se base sur 2 points principaux, je le rappelle. Tout d'abord, l'ubuesque répartition financière des différents partenaires, où l'Europe nous fait l'aumône avec 20% de participation, alors que le GPSO fait partie de son schéma européen des lignes transnationales. L'État, lui, à 40%, disons-le, se désengage ou s'engage très peu, et se désengage beaucoup plus. Le vice-président le disait, que pour les LGV Bretagne et Est européennes. Bien sûr, la région doit assumer, comme d'habitude, le reste à payer, c'est-à-dire le non-paiement d'un certain nombre de collectivités. Enfin, sur les moyens, ensuite, sur les moyens financiers que vous avez trouvés, ils résident bien sûr dans des taxes nouvelles, non seulement pour nombre d'entreprises de la région, mais de plus pour tous les propriétaires privés résidant, eux aussi, à moins de 60 minutes des gares desservant nos territoires. Notre revue de ces financements se renforce donc aujourd'hui quand on découvre que vous avez trouvé, face à cette mauvaise approche, une martingale, c'est celle des bonnes fortunes. Que voilà un beau terme. Au nombre de 3, à vous lire, elle résoudrait en grande partie ce que nous dénonçons du reste depuis le départ, à savoir 1. La part scandaleuse et minime de l'État, celle de l'État lui-même et la fiscalité supplémentaire à un grand nombre de contribuables de notre région. Comme quoi, nous n'avions pas tort dans la dénonciation de ces erreurs de fond et notre analyse était donc la bonne. Ces bonnes fortunes seraient donc le remède? Eh bien non, car le problème de ces si belles solutions est qu'elles sont, je le rappelle quand même, et personne ne l'a dit, totalement incertaines et à mettre au conditionnel. Du reste, en lisant le dossier, dans l'article 9 de cet avenant, vous précisez que la participation de l'Europe pourrait, je le répète, être plus importante. Quant à SNCF Réseau, sa participation éventuelle, je le précise, pourrait se faire jour. En ce qui concerne les recettes fiscales, elles pourraient, d'après de savantes projections, être beaucoup plus lourdes, en effet, pour les contribuables et les entreprises, à hauteur de 8,8 millions d'euros supplémentaires par an pendant 40 ans. Ceci ne constitue pas une augmentation de la part de l'État en dehors de cette compensation. Je le précise. On fait ainsi les poches de nombre de néo-aquitains dans une période si difficile pour leur pouvoir d'achat et on s'en réjouit même dans le dossier puisque ce serait une bonne fortune. Tout ceci pour alléger la part régionale et compenser le refus de participation de certains. C'est vrai, la question ça a été posée, qu'en sera-t-il à la fin du dossier ? Convenez quand même que tout ceci n'est pas très sérieux et ne tient pas la route dans un dossier, je le rappelle, au coût global de 14 milliards. Pour résumer, 2 partenaires sur 3 sont libres, tout au plus de dire oui ou non, sans aucune assurance pour l'instant de leur part. Quand on sait que l'Europe ne paierait que 40% sur le tronçon le plus court, celui de Bordeaux-Dax, et que le COI, c'est-à-dire le Comité d'orientation des infrastructures, préconise même un report des travaux de 2 ans, on mesure alors la fragilité, pour ne pas dire la légèreté, de ce plan de financement. Tout ceci n'est pas très crédible et pose une nouvelle fois la question de la précipitation avec laquelle ce plan a été construit. Nous ne pouvons donc pas approuver, bien évidemment, cet avenant bancal, un avenant qui tire des plans sur la comète, un avenant, en fin de compte, de vœux pieux. Je vous remercie.